Ma femme a dit, si tu ne me fais pas confiance quand je travaille tard avec mon patron tous les soirs, peut-être qu'on ne devrait plus être ensemble. J'ai répondu, tu as tout à fait raison. C'est alors que j'ai accepté la mutation à New York que je refusais depuis des années pour elle. Quand elle m'a envoyé un texto, tu fais quoi ce week-end, je lui ai envoyé un selfie depuis l'aéroport international John F. Kennedy. Ça faisait des années. C'est le temps que j'ai passé marié à Julia. Et laissez-moi vous dire que je pensais que notre couple tenait la route. Bien sûr, nous n'étions pas un couple de contes de fées postant des stories Instagram toutes les 5 minutes sur notre amour parfait, mais nous étions solides. Ou du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire en regardant ma femme se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Tout a commencé assez innocemment. Du moins, c'est ce que je croyais, car apparemment, je suis aussi perspicace qu'une boule de bowling quand il s'agit de lire les signes évidents. Julia avait décroché ce nouveau poste dans son agence de marketing, travaillant directement sous les ordres d'Adrien, un cadre super en vue qui semblait tout droit sorti de la couverture du magazine Men Health. Le type avait ce genre d'air, j'utilise sans aucun doute des produits dans mes cheveux et je possède plus de 3 costumes. Mais bon, tant mieux pour elle, non? Progression de carrière et tout le rêve américain. Les premières soirées tardives semblaient légitimes. Une grosse présentation à venir. Les exigences du client, le cirque habituel de l'entreprise qui permet de payer les factures et le prêt immobilier. Julia rentrait vers 21h, peut-être 22h, l'air fatigué, mais parlant avec animation des sessions de stratégie et des marathons de brainstorming avec Adrien. Je lui réchauffais son dîner, lui versais un verre de vin et l'écoutais décompresser. Le mari de soutien par excellence. J'aurais dû recevoir une putain de médaille. Mais ensuite, 21h est devenu 22h. 22h est devenu 23h. 23h est devenu « Ne m'attends pas, chérie. » On est vraiment dans le feu de l'action ici. Et soudain, chaque projet de son entreprise exigeait apparemment une attention de tous les instants de la part de ma femme et de son patron de rêve. Que faisait-il là-bas? Résolvait-il la faim dans le monde? Guérissait-il le cancer? Non, il vendait juste des produits de soins de la peau hors de prix à des mères de banlieue. Mais apparemment, cela exigeait plus de dévouement que l'alunissage de la NASA. Les changements étaient subtils au début, ce qui explique probablement pourquoi il a fallu si longtemps à mon esprit obtus pour faire le lien. Julia a commencé à prêter attention à son apparence comme elle ne l'avait pas fait depuis nos premiers rendez-vous. De nouvelles robes qui n'ont jamais vu l'intérieur de notre appartement, et encore moins un dîner en tête-à-tête avec moi. Un parfum qui sentait cher et qui n'était certainement pas celui que je lui avais acheté à Noël dernier. Des rendez-vous chez le coiffeur toutes les 2 semaines, réglés comme une horloge. Elle était magnifique, ne vous méprenez pas, mais ça faisait un mal de chien de savoir qu'aucun de ses efforts n'était pour le type qui partageait son lit. Le pire, c'était ses trajets en Uber tard le soir. J'entendais son téléphone vibrer de notifications, je voyais le nom d'Adrien apparaître avec des messages comme « La voiture est là » ou « Merci d'être resté tard encore une fois ». Des trucs très professionnels. Clairement, rien de suspect à ce que le patron d'une employée mariée organise personnellement son transport à minuit, n'est-ce pas? Je veux dire, quel genre de psychopathe paranoïaque y verrait quelque chose? Mes amis ont commencé à me lancer ces regards. Vous savez, ceux qui mêlent pitié, mec, sérieusement. Clara, la collègue de Julia et soi-disant l'une de ses plus proches amies, prenait cette expression mal à l'aise chaque fois que je demandais nonchalamment si toute l'équipe faisait ses heures de marathon. Oh. Tu sais comment c'est avec les gros projets, balbutiait-elle, évitant mon regard comme si je lui avais demandé de résoudre une équation différentielle. Très convaincant, Clara, ton poker face a besoin de travail. Même mon frère Daniel, qui d'habitude s'occupait de ses affaires et s'en tenait à des sujets comme le sport et se plaindre de la pension alimentaire de son ex-femme, s'est senti obligé d'organiser une intervention. Nous prenions des bières après le travail un jeudi, et il a tout déballé avec la subtilité d'un train de marchandises. Marcus, tu es aveugle si tu ne vois pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé, bien que mon estomac se soit déjà noué. Allez, mec. Julia travaille tard tous les soirs avec le prince charmant, elle rentre à la maison en ayant l'air de sortir d'un défilé de mode, et toi, tu restes là à faire comme si c'était normal. Réveille-toi. Mais je ne voulais pas me réveiller. Je voulais être le mari cool et confiant qui ne se transforme pas en harceleur paranoïaque vérifiant les factures de téléphone et exigeant des reçus. Je voulais croire que ma femme depuis 4 ans ne jetterait pas tout ce que nous avions construit pour un fantasme de roman d'amour de bureau.
Je voulais croire que la femme qui avait promis de m'aimer et de m'honorer pensait ces mots. Alors, j'ai joué le jeu. Je souriais quand elle m'embrassait pour partir à une autre session de stratégie d'urgence, j'hochais la tête d'un air compréhensif quand elle expliquait à quel point Adrien appréciait vraiment sa contribution sur le compte Johnson, je faisais semblant de ne pas remarquer quand elle a commencé à poser son téléphone face contre table pendant le dîner, ou comment elle avait soudainement développé un besoin urgent de prendre une douche à la seconde où elle franchissait la porte. Les excuses s'accumulaient comme du linge sale. Des urgences clients que seule elle pouvait gérer. Des présentations qui exigeaient son expertise spécifique bien après une heure de coucher humaine normale. Des exercices de team building qui se déroulaient apparemment à 23 heures en semaine. C'était comme regarder quelqu'un construire un château de cartes élaboré. Chaque mensonge reposait précairement sur le précédent, attendant l'effondrement inévitable. Pendant ce temps, j'étais le pigeon, réchauffant des restes seul, regardant Netflix seul, me couchant dans une maison vide parce que ma femme était apparemment la seule personne de la région des 3 États capable de gérer la crise perpétuelle à laquelle l'entreprise d'Adrien était confrontée. La solitude me rongeait. Mais je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, juste une période chargée. Les choses reviendraient à la normale une fois ce projet terminé. Sauf qu'il y avait toujours un autre projet, une autre date limite. Une autre raison pour laquelle Adrien avait absolument besoin de l'attention exclusive de Julia à des heures où la plupart des gens étaient chez eux avec leur famille, promenant leurs chiens, ou faisant littéralement n'importe quoi qui n'impliquait pas de se blottir avec leur patron dans un immeuble de bureaux vide. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. J'aurais dû écouter Daniel, les balbutiements gênés de Clara, chaque signal d'alarme qui s'agitait devant mon visage comme la cape d'un matador. Mais l'amour vous rend stupide et l'espoir vous rend têtu. Je continuais à y croire parce que l'alternative accepter que mon mariage était une farce et que ma femme jouait à la dinette avec un autre homme était trop douloureuse à envisager. 4 ans de mariage, et voilà où nous en étions, moi seul dans notre appartement me demandant si la femme à qui j'avais promis ma vie rentrerait un jour à la maison. Pendant que ma femme jouait à Cendrillon d'entreprise avec le prince Adrien, je recevais ma propre offre de conte de fées. Sauf que celle-ci impliquait de l'argent réel et ne m'obligeait pas à faire semblant d'être aveugle. Harold Peterson, mon patron depuis 3 ans et un homme franc qui semblait sorti d'un manuel de commerce des années 1950, agitait cette opportunité à New York devant moi comme une carotte au bout d'un bâton. La première fois qu'il en a parlé, c'était lors d'un de nos bilans trimestriels, juste au moment où les soirées tardives de Julia devenaient une affaire régulière du mardi au jeudi. Harold s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, du genre qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, et a lâché la bombe avec sa franchise caractéristique. Marcus, je vais aller droit au but. Le siège te veut à Manhattan. Poste de directeur régional, supervisant toute l'opération de la côte est. On parle d'une augmentation de salaire de 70%, d'un appartement de fonction avec vue sur Central Park, d'une prise en charge complète de la réinstallation, et d'assez de responsabilités pour te faire tourner la tête de la meilleure façon possible. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 70%. Ce n'était pas juste une augmentation. C'était une somme qui changeait la vie. Le genre d'argent qui pourrait rembourser nos prêts étudiants, peut-être même nous permettre de penser à acheter au lieu de louer. Mais avant même de pouvoir digérer les chiffres, mon cerveau est passé en mode Julia. C'est incroyable, Harold. Mais ma femme a sa carrière ici. Toute sa famille est locale, et elle est vraiment en train de construire quelque chose avec son entreprise actuelle. Les mots sont sortis automatiquement, comme une sorte de réponse programmée. Le bon mari Marcus, faisant toujours passer les besoins de sa femme en premier, même quand elle planifiait probablement sa prochaine session de stratégie nocturne avec Monsieur Cheveux Parfait. Harold m'a lancé un regard, mi-déçu, tu te fiches de moi, là. Il était dans le monde de l'entreprise depuis assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un cherchait des excuses, et il ne gobait pas mon numéro de conjoint compréhensif. Marcus, laisse-moi être clair. Des opportunités comme celle-ci ne poussent pas sur les arbres. Merde, elles ne poussent même pas dans des serres avec des conditions parfaites et de l'engrais quotidien. C'est le genre de poste pour lequel les gens travaillent pendant des décennies, et on te l'offre à 32 ans. Tu es sûr de vouloir laisser passer ça pour la zone de confort de quelqu'un d'autre? Mais je l'ai refusé, comme un champion absolu de l'auto-sabotage. J'ai souri, lui ai serré la main et lui ai dit que j'étais flatté, mais que je ne pouvais pas faire un tel déménagement pour le moment. Harold avait l'air de lui avoir dit que je préférais un traitement de canal à une promotion, mais il a hoché la tête et a dit qu'il garderait le poste ouvert pendant quelques semaines, au cas où je retrouverais la raison. Ce soir-là,
je suis rentré dans un appartement vide. Choquant, je sais, et j'ai essayé d'imaginer annoncer l'offre à Julia. Dans ma version fantasmée, elle serait excitée, peut-être même fière que son mari soit débauché pour un rôle aussi prestigieux. Nous passerions la soirée à parler de notre avenir, des aventures que nous pourrions vivre en ville, de la façon dont cela pourrait être le nouveau départ dont nous ne savions même pas que nous avions besoin. La réalité, bien sûr, avait d'autres plans. Julia est rentrée à 23h47, l'air d'avoir été stylisée par une équipe de professionnels, sentant le parfum cher et l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Quand j'ai mentionné l'opportunité de New York prudemment, comme si je désamorçais une bombe, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est gentil, chérie, mais tu sais, je ne peux pas tout abandonner ce que j'ai construit ici. Ma carrière décolle enfin. Et Adrien dit que j'ai un réel potentiel d'avancement. En plus, maman ferait une crise cardiaque si on déménageait si loin. Adrien dit. Ces deux mots commençaient à me faire tiquer. Depuis quand le patron de ma femme était-il devenu l'oracle de la sagesse professionnelle? Depuis quand son opinion comptait-elle plus que l'opportunité unique de son mari? Un mois plus tard, Harold m'a de nouveau approché. Cette fois, il n'acceptait pas un « non » aussi gracieusement. Marcus, je vais être franc avec toi parce que je t'apprécie et je détesterais te voir faire une erreur que tu regretteras toute ta vie. L'entreprise restructure ce poste à New York. Ce n'est plus seulement une promotion. C'est un canot de sauvetage. Les bureaux régionaux se consolident, ce qui signifie que ton poste actuel pourrait ne plus exister dans 6 mois. Tu peux soit prendre le parachute doré pour Manhattan, soit mettre à jour ton CV et espérer que quelqu'un d'autre appréciera tes talents autant que nous. Le sous-entendu était limpide. Prends le poste ou commence à chercher du travail sur un marché aussi amical qu'une meute de loups affamés. Mais même avec ce pistolet sur la tempe, mon premier instinct était encore de considérer les sentiments de Julia. Comment pouvais-je bouleverser sa vie? Comment pouvais-je lui demander de quitter sa carrière florissante avec Adrien, je veux dire, son agence de marketing, juste parce que mon travail disparaissait? J'ai demandé une semaine de plus pour y réfléchir. Harold a accepté, mais je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Il m'offrait une chance de jouer dans la cour des grands, et j'agissais comme s'il m'avait demandé de déménager sur Mars. Cette semaine a été un enfer. Chaque soir, Julia rentrait plus tard et plus distraite. Chaque matin, elle partait plus tôt et mieux habillée. J'avais l'impression de vivre avec une belle étrangère qui partageait occasionnellement mon lit et payait la moitié des factures. Pendant ce temps, l'offre d'Harold était sur mon bureau mental comme une enseigne au néon clignotante, voie de sortie disponible. Termes et conditions s'appliquent. J'ai commencé à faire les calculs. L'augmentation de salaire signifierait une sécurité financière que je n'avais jamais connue. L'appartement à Manhattan valait plus en loyer mensuel que ce que je gagnais actuellement en 3 mois. La trajectoire de carrière était le genre de chose qui ouvre des portes pour des décennies. Mais chaque fois que je m'enthousiasmais pour les possibilités, j'imaginais le visage de Julia quand je lui dirais que nous partions, j'imaginais la dispute, les larmes, les accusations selon lesquelles j'étais égoïste et impulsif. Alors, je l'ai refusé une deuxième fois. Harold n'a même pas essayé de cacher sa déception. Marcus, je fais ça depuis 25 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi dur pour saboter son propre succès. Quoi que ce soit qui te retienne ici, j'espère que ça vaut la peine de sacrifier ton avenir, parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Ces mots m'ont collé à la peau comme une mauvaise chanson qu'on ne peut pas se sortir de la tête. Chaque fois que Julia envoyait un texto pour dire qu'elle serait en retard. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison en sentant la vie de quelqu'un d'autre, j'entendais la voix d'Harold me demander si ça en valait la peine. Chaque fois que je dînais seul ou que je me couchais dans une maison vide, je me demandais si j'étais le plus grand imbécile de la région. La 3e fois qu'Harold m'a approché, j'ai vu qu'il en avait fini de jouer. C'était sa dernière offre, et nous le savions tous les deux. La question était de savoir si j'allais enfin me choisir ou continuer à attendre une approbation qui n'allait jamais venir. Vendredi soir, la fin d'une autre semaine à regarder mon mariage se dissoudre en temps réel pendant que j'étais sur la touche comme une sorte de remplaçant émotionnel. Julia était dans notre chambre, se préparant pour ce qui était devenu son rituel hebdomadaire, se pomponner pour un autre projet urgent avec Adrien. Le son de son sèche-cheveux mêlé au bip de notification de son téléphone créait cette bande-son parfaite de la trahison à laquelle j'étais devenu bien trop familier. J'étais assis sur le canapé, fixant l'écran de mon ordinateur portable où le dernier email d'Harold était ouvert comme un ultimatum numérique. Offre finale expire lundi matin.
J'ai besoin de ta décision d'ici là. 3 mois à refuser l'opportunité d'une vie parce que j'essayais d'être le mari compréhensif d'une femme qui ne pouvait même plus se donner la peine de mentir de manière convaincante. Le sèche-cheveux s'est arrêté et j'ai entendu Julia se déplacer dans la chambre avec cette énergie concentrée qu'elle réservait autrefois aux occasions spéciales avec moi, nos rendez-vous, nos anniversaires, mon anniversaire. À l'époque où ces choses comptaient plus pour elle que ce qu'elle pouvait bien faire avec le prince Adrien. Elle est sortie de la chambre, l'air de sortir d'une couverture de magazine. Une robe noire qui épousait ses courbes aux bons endroits. Une robe que je n'avais jamais vue auparavant, naturellement. Ses cheveux coiffés en ces ondulations souples qui lui prenaient 1 heure à perfectionner. Un maquillage qui aurait pu être fait par un professionnel. Et ce parfum, le truc cher qui n'était certainement pas dans notre armoire de salle de bain. Tu es jolie, ai-je dit, en tâtant le terrain. Rencard torride avec Adrien encore. Elle n'a même pas bronché. Elle a juste vérifié son reflet dans le miroir du couloir et ajusté ses boucles d'oreilles comme si je lui avais demandé la météo. Ce n'est pas un rencard, Marcus. C'est du travail. Certains d'entre nous prennent leur carrière au sérieux. Cette petite pique a touché exactement là où elle le voulait. Certains d'entre nous prennent leur carrière au sérieux, comme si j'étais un fainéant qui se la coulait douce pendant qu'elle gravissait les échelons de l'entreprise, une réunion tardive à la fois. En fait, en parlant de carrière, ai-je dit, fermant mon ordinateur portable et me levant. Je pensais qu'on pourrait peut-être dîner ensemble ce soir. Il y a ce nouveau restaurant italien sur la 5e rue que tu as dit vouloir essayer. On pourrait parler de certains changements à venir dans mon travail. Le téléphone de Julia a vibré. Le nom d'Adrien a illuminé l'écran avec un texto qui disait probablement quelque chose d'aussi bouleversant que « voiture » ou « prête quand tu veux ». Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé, et j'ai vu son visage passer par une série d'émotions comme si elle lançait un diagnostic. Marcus, Adrien a besoin de moi ce soir. La présentation du comte Johnson est lundi et si on ne la réussit pas, ça pourrait coûter le contrat à l'entreprise. Je ne peux pas simplement abandonner mes responsabilités parce que tu as soudainement envie de jouer à la dinette. Jouer à la dinette? C'est comme ça qu'elle appelait mon désir de dîner avec ma propre femme. Mon mariage était officiellement devenu un jeu de dinette et, apparemment, j'étais le seul à y jouer. Julia, tu as travaillé tard tous les soirs depuis 3 mois. Les week-ends aussi. Quand sommes-nous censés passer du temps ensemble? Quand suis-je censé compter dans ce mariage? Elle a levé les yeux au ciel. Vraiment, elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais un enfant capricieux demandant de l'attention pendant que les grands discutaient. Marcus, c'est ça, le succès. Si tu ne me fais pas confiance pour travailler tard avec mon patron, si tu ne supportes pas que j'ai une carrière exigeante, alors peut-être qu'on ne devrait plus être ensemble. La voilà, l'option nucléaire, livrée avec la désinvolture de quelqu'un qui commande un café. Peut-être qu'on ne devrait plus être ensemble. Elle l'a dit comme si c'était de ma faute, comme si mon incapacité à faire confiance à ces marathons de bureau nocturne avec Monsieur Cheveux Parfait était le problème dans notre relation. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme un interrupteur qui bascule ou une porte qui claque. Pendant des mois, je m'étais tordu dans tous les sens, essayant d'être compréhensif, de soutenir sa croissance professionnelle, d'ignorer chaque signal d'alarme qui s'agitait devant mon visage comme la cape d'un matador. J'avais été si occupé à être le mari parfait et confiant que j'en avais oublié que j'avais d'autres options. Tu sais quoi, Julia, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Tu as tout à fait raison. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à ce que je rétropédale avec des excuses et des assurances. Le sourire qui a commencé à se dessiner sur son visage était de la pure satisfaction. Elle pensait avoir gagné. Pensait m'avoir culpabilisé avec succès pour que je reprenne mon rôle de mari docile qui ne pose pas de questions gênantes. On ne devrait plus être ensemble, ai-je continué, regardant ce sourire se figer comme un bug dans un jeu vidéo. Son téléphone a de nouveau vibré. Adrien, sans aucun doute, se demandant où était son employé préféré. Mais pour une fois, Julia ne s'est pas précipitée pour le prendre. Elle me fixait comme si je venais de me mettre à parler mandarin. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu as raison. Si je ne peux pas faire confiance à ma femme qui travaille jusqu'à minuit tous les soirs avec son patron, si je suis un tel fardeau pour ton succès professionnel, alors nous ne devrions définitivement plus être ensemble. J'ai sorti mon téléphone, trouvé l'email d'Harold et appuyé sur « Répondre ». Mes doigts se sont déplacés sur le clavier avec plus de certitude que je n'en avais ressenti depuis des mois. Harold,
j'accepte le poste à New York. Je peux commencer dans 2 semaines. Merci pour ta patience. La notification d'envoi a retenti comme un coup de feu dans le silence de notre appartement. Le visage de Julia est passé par plusieurs expressions à la fois, confusion, incrédulité, colère, et quelque chose qui aurait pu être de la panique. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je prends un poste à New York. Directeur régional, augmentation de salaire de 70%, appartement de fonction à Manhattan. Tu te souviens de l'opportunité que j'ai refusée 2 fois parce que je pensais que le bonheur de ma femme était plus important que ma carrière? Son téléphone a vibré une 3e fois. Cette fois, elle n'y a même pas jeté un coup d'œil. Tu ne peux pas être sérieux. Tu vas jeter 4 ans de mariage parce que tu fais une sorte de crise de jalousie? Je ne jette rien, Julia. Tu l'as déjà fait. J'accepte juste enfin la réalité au lieu de prétendre que mon mariage n'est pas une blague et que ma femme ne couche pas avec son patron. Ce n'est pas vrai. Laisse tomber. Nous savons tous les deux ce qui se passe ici. La seule différence, c'est que j'en ai enfin fini de faire semblant de ne pas savoir. Son téléphone a sonné. La sonnerie d'Adrien. Elle lui avait donné son propre son spécial, bien sûr. Elle l'a fixé comme s'il pouvait exploser, puis m'a regardé avec quelque chose qui approchait du désespoir. Marcus, tu es ridicule. Tu ne peux pas simplement. Si, je peux, et je le fais. Amuse-toi bien à ta réunion ce soir. Essaie de ne pas trop travailler. Je suis entré dans la chambre, j'ai sorti ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Derrière moi, je pouvais entendre le téléphone de Julia sonner à nouveau. Je pouvais entendre sa conversation chuchotée et frénétique avec Adrien. Je pouvais entendre la réalité de ses choix s'effondrer enfin autour d'elle. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le son de la fermeture éclair de ma valise coupant le silence était comme un point final à une très longue et très douloureuse phrase. 4 ans de mariage, et tout se résumait à ça. Moi, pliant des vêtements pendant que ma femme avait une conversation téléphonique paniquée avec son patron amant dans le salon. Adrien, je ne peux pas venir ce soir. Marcus dit qu'il a perdu la tête. Il fait ses valises. Il dit qu'il déménage à New York. Sa voix avait cette pointe d'hystérie que les gens ont quand leur château de mensonges soigneusement construit commence à s'effondrer en temps réel. J'ai continué à plier des chemises, des pantalons, le beau costume que j'avais acheté pour notre dîner d'anniversaire l'année dernière, celui où Julia avait passé la moitié de la soirée à vérifier son téléphone pour des messages de travail urgents. Tout rentrait étonnamment bien dans 2 valises, ce qui en disait probablement long sur le peu que j'avais accumulé pendant notre mariage, ou peut-être sur ma hâte de tout laisser derrière moi. La conversation de Julia avec Adrien s'est poursuivie à voix basse et frénétique. J'ai attrapé des bribes. Non, tu ne peux pas venir ici. Il sait, Adrien. Je crois qu'il sait. C'est une catastrophe. Oui, c'était une catastrophe. C'est sûr, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai attrapé ma brosse à dents, mon shampoing, le rasoir électrique qu'elle m'avait offert pour Noël parce qu'apparemment, mon visage n'était plus à la hauteur de ses standards. Drôle comme tous ces petits détails prenaient soudainement leur sens quand on les regardait à travers le prisme de « ma femme me trompe avec son patron ». Au moment où je suis sorti de la salle de bain, Julia avait raccroché et se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre, l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le Père Noël n'existait pas et que le lapin de Pâques avait des dettes de jeu. Marcus, arrête. Arrête juste 1 minute et réfléchis à ce que tu fais. C'est ce que je fais, je réfléchis, pour la première fois depuis des mois. Il s'avère que mon cerveau fonctionne beaucoup mieux quand je n'essaie pas de me convaincre que mon mariage n'est pas une imposture complète. Elle est entrée dans la pièce, ses cheveux parfaits légèrement ébouriffés à force d'y passer les mains. Son maquillage commençait à baver sur les bords. La transformation de la beauté de magazine à la femme au foyer désespérée était presque impressionnante par sa rapidité. Tu ne peux pas jeter 4 ans comme ça. Pourquoi? Une illusion paranoïaque que je te trompe. Illusion paranoïaque? J'ai ri, et c'est sorti plus durement que je ne le voulais. Julia, tu as travaillé jusqu'à minuit tous les soirs pendant 3 mois. Tu t'habilles comme si tu allais à la Fashion Week juste pour t'asseoir dans des salles de conférence. Tu sens l'eau de Cologne pour homme quand tu rentres. Et ton patron organise personnellement ton transport tard dans la nuit. Si c'est une illusion, c'est la plus logique de l'histoire. Adrien est mon mentor.
Il m'aide à faire avancer ma carrière. Mon Dieu, Marcus, pourquoi ne peux-tu pas simplement me faire confiance? La confiance. Elle voulait que je lui fasse confiance alors qu'elle faisait tout sauf m'envoyer une présentation PowerPoint intitulée « Comment je trompe mon mari pour les nuls ». Parce que la confiance va dans les deux sens, Julia, et tu ne m'as pas donné une seule raison de te faire confiance depuis des mois. Merde, tu n'as même pas essayé d'être subtil. J'ai fermé la deuxième valise et je l'ai posée à côté de la première. 2 sacs pour des années de mariage réduites à 2 bagages et un sentiment de soulagement grandissant qui m'effrayait par son intensité. Où vas-tu dormir ce soir? À l'hôtel. Harold organise un logement temporaire jusqu'à ce que l'appartement de fonction soit prêt. Harold était au courant de ça. Harold a essayé de sauver ma carrière pendant que tu détruisais mon mariage. Oui, il était au courant. Le téléphone de Julia a de nouveau vibré. Adrien, sans doute, se demandant si la voie était libre pour leur programme habituel. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé, et j'ai vu le moment exact où elle a réalisé qu'elle devait choisir entre gérer son mariage en implosion et satisfaire son patron. Elle a choisi son patron. Bien sûr. Je dois y aller. Adrien attend, et cette présentation est vraiment importante. Bien sûr qu'elle l'est. Ne me laisse pas te retenir de ton travail très important. Elle a attrapé son sac à main, a vérifié son reflet dans le miroir une dernière fois et s'est dirigée vers la porte. Mais elle s'est arrêtée sur le seuil, se retournant avec ce que je supposais être sa dernière tentative de culpabilisation. Marcus, je vais réduire les soirées tardives. Si ça te dérange tant que ça, on peut arranger ça. Tu n'as pas à t'enfuir à New York. M'enfuir. Comme si j'étais un gamin effrayé fuyant la scène au lieu d'un homme adulte faisant un choix de carrière stratégique tout en échappant à un mariage toxique. Julia, la seule chose qui me dérange, c'est que tu penses que je suis assez stupide pour croire tes mensonges. Amuse-toi bien avec Adrien ce soir. Essayez de rester professionnel. Elle est partie. Elle a vraiment franchi la porte pour aller passer la soirée avec son patron pendant que son mari faisait ses valises et se préparait à déménager à l'autre bout du pays. Le symbolisme était si parfait que ça en faisait presque mal. J'ai appelé un serrurier service 24h24, car apparemment, il y a un marché pour les gens qui ont besoin de changer leur serrure un vendredi soir. Le type est arrivé 1 heure plus tard, a jeté un œil à mes valises et à l'ambiance générale d'apocalypse domestique, et s'est mis au travail sans poser de questions. Ce n'était probablement pas son premier changement de serrure de fin de mariage. Pendant qu'il travaillait, j'ai emballé les affaires de Julia. Pas par méchanceté enfin, pas entièrement mais parce que le bail était à mon nom, et je n'avais pas envie de lui servir de garde-meuble pendant qu'elle réfléchissait à son prochain coup. Ses vêtements, ses livres, sa collection de produits de soins hors de prix qui, apparemment, ne faisaient pas de miracle sur sa conscience. Tout est rentré dans des boîtes avec une facilité surprenante. Pour des années de vie commune, ses affaires remplissaient à peine 6 cartons. Je me suis demandé si elle n'était pas mentalement déconnectée de ce mariage depuis plus longtemps que je ne le pensais. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 23 heures. Texto après texto de Julia. Chacun plus désespéré que le précédent. Marcus, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement changer les serrures. Je suis ta femme. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Tu fais une dépression. Tu as besoin d'aide. Je démissionnerai si c'est ce que tu veux. Adrien ne signifie rien pour moi. C'est juste du travail. S'il te plaît, ne jette pas notre mariage pour un malentendu. Tu me fais peur. Ce n'est pas ton genre. Le dernier m'a fait rire. Ce n'est pas ton genre. Elle avait raison. L'ancien Marcus aurait été un paillasson. Il se serait excusé d'être suspicieux. Il se serait convaincu que les sessions de stratégie de minuit avec des patrons de rêve étaient tout à fait normales dans le monde du travail moderne. Mais l'ancien Marcus était un idiot qui a failli jeter sa carrière aux toilettes pour une femme qui ne pouvait même pas se donner la peine de mentir de manière convaincante sur sa liaison. Le nouveau Marcus en avait fini d'être un idiot. Le samedi matin m'a frappé comme un train de marchandises fait de regrets et de Red Bull. J'avais passé la nuit dans un Holiday Inn qui sentait le nettoyant pour moquette industrielle et les rêves brisés, entouré de mes affaires emballées à la hâte et d'une pile croissante de messages textes de plus en plus délirants de Julia. À 3 heures du matin, elle était passée du déni au marchandage, puis à ce que je ne pouvais décrire que comme de la fiction créative sur sa relation avec Adrien. J'étais assis dans le hall de l'hôtel,
sirotant ce qui devait être le café de petit déjeuner continental le plus déprimant du monde, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Noah s'est affiché à l'écran, et j'ai failli ne pas répondre. Noah était un de ces amis qui savaient toujours, d'une manière ou d'une autre, quand votre vie implosait. Généralement parce qu'il avait des contacts partout et un talent pour être au bon endroit au bon moment pour assister au maximum de drames. Marcus, mec, s'il te plaît, dis-moi que tu es assis pour ça. Je mange des bagels rassis dans le hall d'un hôtel à 8 heures du matin. Crois-moi, je suis préparé aux mauvaises nouvelles. Ok, alors tu sais que mon cousin Jake travaille dans la boîte de Julia, n'est-ce pas? Il est à la compta, il reste dans son coin, mais il va à la même salle de sport que certains des gars du marketing. J'ai senti mon estomac tomber quelque part au niveau de mes chaussures. Noah, si tu es sur le point de me dire quelque chose que je ne veux pas entendre. Tu dois entendre ça, mec. Jake était à la salle de sport hier, faisant son truc habituel sur le tapis de course, quand il a surpris Adrien se vanter auprès d'un autre connard de sa partenaire de fin de soirée. Et écoute ça, il n'essaie même pas d'être subtil. Il parle de notes d'hôtel, de la crédulité de certains maris, il parle de... Arrête. J'ai posé ma tasse de café avant de la jeter à travers le hall. Arrête juste une seconde. Mais Noah était lancé, et apparemment il avait gardé cette information comme des munitions pour exactement ce moment. Marcus, il y a plus. Jake a commencé à faire attention après ça, et ces gars ont parlé de toi. De toi spécifiquement. Adrien t'a surnommé le mari naïf dans des discussions de groupe. Il y a des captures d'écran, mec. Des captures d'écran de lui se moquant de toi parce que tu es trop confiant. Le hall de l'hôtel a commencé à tourner légèrement. Toutes ces nuits où je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque, que j'étais le problème, que je devais faire plus confiance à ma femme. Il s'avérait que j'étais la chute d'une blague d'entreprise, le mari fidèle qui réchauffait le dîner pendant que sa femme se faisait prendre par son patron. Envoie-les-moi, Noah. Envoie-moi les captures d'écran. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une série d'images qui m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'âme. Des messages de discussion de groupe entre Adrien et ceux qui ressemblaient à la moitié du département marketing, avec des émojis qui pleurent de rire et des commentaires qui me donnaient la chair de poule. Encore une fin de soirée avec la mariée, émoji qui pleure de rire. Son mari croit vraiment à l'histoire des heures sup. Les gars, soit c'est l'homme le plus confiant du monde, soit le plus stupide. Dans les deux cas, ça m'arrange, mec, émoji qui hausse les épaules. Les notes d'hôtel sont déductibles des impôts si c'est pour des réunions clients, non? Émoji clin d'œil. Le pauvre type pense probablement quel est l'employé du mois. Il y avait des dizaines de messages s'étalant sur des semaines. Des blagues détaillées sur mon mariage. Des spéculations sur le temps qu'il me faudrait pour comprendre. Même un pari sur le fait que j'aurais un jour le courage de la quitter. Adrien avait transformé ma vie personnelle en divertissement de bureau. Et apparemment, tout le monde s'amusait bien en regardant le spectacle. Le pire, c'est que Julia n'était pas seulement une participante passive à cette humiliation. Il y avait aussi des captures d'écran de ces messages, se plaignant de devoir garder les apparences à la maison, blaguant sur le fait que je devenais méfiant mais que j'étais trop gentil pour vraiment faire quelque chose. Marcus pose des questions sur pourquoi je travaille si tard. Il faudra peut-être que je ralentisse pendant une semaine ou deux. Il voulait qu'on aille dîner ce soir, émoji qui lève les yeux au ciel. J'ai dû faire semblant de m'intéresser à sa journée pendant 20 minutes avant de pouvoir partir. Adrien dit que l'excuse du comte Johnson commence à s'user. J'ai besoin de nouveaux matériels pour justifier pourquoi je ne peux pas être à la maison avant minuit. Ma femme, la femme avec qui j'étais marié depuis 4 ans, la femme pour qui j'avais refusé des opportunités de carrière qui changent une vie, avait traité notre mariage comme un obstacle gênant à ses activités extra-conjugales. Je n'étais même plus une personne pour elle. J'étais juste, Marcus, le mari agaçant qui posait trop de questions et demandait trop d'attention. J'ai transféré toutes les captures d'écran à Julia avec un seul mot, intéressant. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis resté assis dans ce hall pendant 2 heures, à regarder des familles partir avec leurs bagages et leurs projets de week-end, me demandant comment diable j'étais devenu une telle blague. 4 ans de mariage, et j'avais vécu dans une sitcom où j'étais le mari maladroit qui ne savait pas que sa femme le trompait. Sauf que ce n'était pas drôle, et j'étais le seul à ne pas connaître la chute. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'avais 17 appels manqués de Julia et environ 30 messages textes qui commençaient par des excuses et dégénéraient rapidement en panique totale. Où as-tu eu ces messages?
Tu les sors de leur contexte. Adrien plaisantait juste. Tu sais comment sont les mecs. Ces messages ne veulent rien dire. Tu ne peux pas faire confiance à Jack. Il a toujours été jaloux d'Adrien. C'est une violation de la vie privée. Tu n'avais aucun droit d'obtenir ces captures d'écran. Je n'ai jamais rien dit de mal sur toi. Ces messages sont des faux. Marcus, rappelle-moi. J'arrive à l'hôtel. À quel hôtel es-tu? Tu ne peux pas simplement m'ignorer. Je suis ta femme. Adrien n'est rien pour moi. C'était juste une erreur. S'il te plaît, ne me quitte pas pour de stupides commérages de bureau. Je t'aime. Ça ne veut rien dire? Très bien. Ignore-moi, mais tu détruis notre mariage à cause de mensonges. Je n'arrive pas à croire que tu choisisses des étrangers plutôt que ta propre femme. Tu fais une dépression nerveuse et tu as besoin d'aide. C'est de l'abus émotionnel. Tu me punis d'avoir une carrière. La progression de la panique à la colère, puis au désespoir et au blâme était presque impressionnante. Elle avait réussi à passer par toutes les étapes de quelqu'un pris en flagrant délit, avec en prime du gaslighting et en se posant en victime. Le manuel classique de l'infidèle, exécuté avec la précision de quelqu'un qui avait probablement répété ses réponses au cas où ce jour arriverait. J'ai supprimé tous les messages sans répondre. Laisse-la paniquer. Laisse-la se demander. Laisse-la ressentir ne serait-ce qu'une fraction de l'incertitude et de la confusion qu'elle m'avait fait subir pendant des mois. Mon téléphone a de nouveau sonné. La sonnerie de Julia, celle que je trouvais mignonne quand on sortait ensemble, sonnait maintenant comme des ongles sur un tableau noir. Je l'ai envoyée directement sur la messagerie vocale et j'ai commencé à faire mes valises. J'avais un vol pour New York demain, et je n'allais pas le manquer pour d'autres explications créatives de Julia sur la raison pour laquelle trahir son conjoint était en fait un signe d'ambition professionnelle. Certains ponts méritent d'être brûlés. Dimanche matin, le jour de mon vol pour New York, je terminais mes derniers préparatifs quand le son de coups agressifs à la porte a brisé le silence paisible de ma chambre d'hôtel. Pas d'étoquement, des coups. Le genre de martèlement rythmé qui suggère que quelqu'un a soit une urgence médicale, soit est sur le point de jouer dans son propre épisode de « Quand les femmes attaquent ». Je savais déjà qui c'était avant d'ouvrir la porte. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la délégation au complet. Julia se tenait au premier plan, l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours, flanquée de sa mère, Linda, une femme qui n'avait jamais rencontré une limite qu'elle ne pouvait pas franchir, et de sa sœur Brooke, qui avait apparemment été recrutée comme soutien moral pour cette petite intervention. Marcus Anthony Coleman, annonça Linda, utilisant mon nom complet comme si j'avais 10 ans et qu'on m'avait surpris en train de voler des cookies. Il faut qu'on parle, tout de suite. Elles sont passées devant moi pour entrer dans la chambre d'hôtel sans attendre d'invitation, ce qui était à peu près la procédure standard pour Linda. Cette femme avait toute la subtilité d'un bulldozer portant du rouge à lèvres et n'avait jamais rencontré une crise familiale qu'elle ne pouvait pas aggraver en s'en mêlant. Contente de vous voir aussi, Linda. Brooke. J'ai fermé la porte et je me suis tourné pour faire face à ce qui allait clairement être une embuscade déguisée en réunion de famille inquiète. Julia avait une mine affreuse, ce qui m'a procuré une étrange satisfaction que je ne devrais probablement pas admettre. Ses cheveux étaient sales, son maquillage était bavé, et elle portait les mêmes vêtements que vendredi soir, ce qui signifiait qu'elle avait probablement campé chez sa mère en pleine crise de nerfs de 36 heures sur la façon dont sa parfaite petite situation d'amant avait explosé. Marcus, commença Brooke, utilisant sa voix de thérapeute. Elle préparait son master en psychologie, ce qui faisait apparemment d'elle l'experte familiale sur la santé mentale de tout le monde. Julia nous a dit que tu faisais une sorte de dépression. Quitter ta vie et t'enfuir à New York n'est pas une réponse normale au stress conjugal. Stress conjugal. J'ai presque ri. C'est comme ça qu'on appelle ça? Linda est intervenue avant que je puisse développer. Jeune homme, Julia a tout expliqué. Elle a travaillé dur pour faire avancer sa carrière. Et au lieu de la soutenir comme un bon mari devrait le faire, tu l'as espionnée et tu as fait des accusations folles. Maintenant, tu abandonnes ton mariage pour un fantasme paranoïaque. Fantasme paranoïaque. J'ai sorti mon téléphone, trouvé les captures d'écran que Noah m'avait envoyées, et je les brandis. Voulez-vous voir la discussion de groupe où le patron de Julia m'appelle le mari naïf en se vantant de notes d'hôtel avec ma femme? La pièce est devenue silencieuse. La bouche de Linda s'est littéralement ouverte, ce qui était la première fois en 20 ans que je la voyais sans voix.
Brooke avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer que tout ce qu'elle pensait savoir sur la physique était faux. Julia, quant à elle, a traversé environ 15 expressions faciales différentes en l'espace de 3 secondes avant de s'arrêter sur l'indignation vertueuse. Ces messages sont sortis de leur contexte. Adrien était juste. Juste quoi, Julia? Juste en train de plaisanter sur le fait de coucher avec la femme d'un autre homme? Juste en train de rire de ma crédulité pendant que vous jouiez à la dinette sur le temps de l'entreprise. J'ai fait défiler les captures d'écran, lisant à voix haute certaines des citations les plus choisies. Le visage de Linda devenait plus pâle à chaque message, et Brooke n'arrêtait pas de regarder alternativement moi et Julia comme si elle assistait à un match de tennis où quelqu'un était sur le point de se faire décapiter. Le pauvre type pense probablement qu'elle est l'employé du mois, ai-je lu. Les gars, soit c'est l'homme le plus confiant du monde, soit le plus stupide. Dans les deux cas, ça m'arrange. Une relation très professionnelle que vous avez là, Julia. Marcus, arrête, dit Brooke doucement. C'est quoi, Brooke? Difficile à entendre? Gênant? Oui. Imagine ce que j'ai ressenti en le vivant pendant que tous ceux que je connaissais me lançaient des regards de pitié et essayaient de trouver comment me dire que mon mariage était une blague. Linda avait enfin retrouvé sa voix. Julia Marie, qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle utilisait maintenant le nom complet de sa fille, ce qui signifiait que quelqu'un était sur le point de recevoir le sermon de sa vie. La stratégie de défense de Julia était prévisible. Dévier, minimiser, blâmer tout le monde. Maman, ces messages ne veulent pas dire ce que Marcus pense. Adrien a un sens de l'humour tordu, et les gars au travail sont immatures. Je n'ai jamais rien fait de mal. Jamais rien fait de mal? J'ai sorti une autre capture d'écran. En voici une où tu te plains de devoir garder les apparences à la maison. En voici une autre où tu blagues sur le fait que je suis trop gentil pour te quitter. Comment appelles-tu ça, Julia? Je me défoulais. Tout le monde se défoule parfois sur son mariage. Avec ton patron? Le même patron avec qui tu passes toutes tes soirées depuis 3 mois? Le même patron qui, apparemment, collectionne les notes d'hôtel pour vos réunions clients? Brooke secouait la tête comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle entendait. Julia, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas vraiment. Je n'ai rien fait. Explosa Julia. Mon Dieu, vous agissez tous comme si j'avais commis un meurtre. Et alors si Adrien et moi nous sommes rapprochés? Et alors si nous avons passé du temps ensemble en dehors du travail? Ça ne veut rien dire. Rien ne s'est passé? J'ai fait défiler jusqu'à une autre capture d'écran. Voici Adrien qui parle de comment la mariée fait les meilleures présentations après minuit. Le voici qui fait des blagues sur l'insonorisation des chambres d'hôtel. Quel genre de réunion client nécessite une insonorisation, Julia? Le silence qui a suivi était assourdissant. Linda avait l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que son fonds de retraite avait été investi dans de l'argent de Monopoly. Brooke fixait sa sœur avec l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir que son héros d'enfance était en fait un tueur en série. Julia a tenté un dernier coup désespéré. C'est de l'abus émotionnel. Vous vous liguez contre moi, vous m'humiliez avec des messages privés qui ont été volés sur mon lieu de travail. Je pourrais probablement poursuivre Jack pour ça. Poursuivre Jack? J'ai ri, et c'est sorti aussi amer que du café noir. Julia, la seule personne qui t'a humilié, c'est toi. Ce ne sont pas des lettres d'amour privées qui ont été piratées. Ce sont ton patron et tes collègues qui se moquent de ton mariage dans une discussion de groupe. Tu as transformé notre relation en divertissement de bureau. Linda a finalement parlé, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Julia, chérie, est-ce que c'est vrai? As-tu été avec cet homme? Maman, c'est compliqué. Tu ne comprends pas la pression que je subis au travail. Les attentes. C'est une question par oui ou par non, ai-je interrompu. As-tu couché avec Adrien, oui ou non? Le visage de Julia s'est décomposé. Pas de manière triste, mais de manière défaite. La façon dont les gens ont l'air quand ils réalisent que leur château de cartes élaboré s'est finalement effondré. Et qu'il ne sert à rien de prétendre que le tas de cartons a un jour été un véritable bâtiment. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle murmuré. Et voilà. Pas un aveu exact, mais assez proche. Linda s'est assise lourdement sur la seule chaise de la chambre d'hôtel. Brooke s'est couvert le visage de ses mains, et Julia s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois,
pas les larmes manipulatrices qu'elle utilisait depuis 3 jours. J'ai un vol à prendre, ai-je dit, en fermant mon sac de cabine. Ma nouvelle vie commence dans environ 4 heures, et je ne vais pas la manquer pour plus de ce drame. J'ai tendu les captures d'écran à Brooke. Tiens, montre ça à qui de droit. J'en ai fini d'être le méchant de mon propre mariage. Alors que je me dirigeais vers la porte, Linda a appelé une dernière fois, « Marcus, qu'est-ce que tu veux qu'on dise aux gens ? Dites-leur la vérité, Linda. Pour une fois dans tout ce gâchis, dites simplement la vérité. » Atterrir à Juevka, c'était comme passer à travers un portail vers un univers parallèle où je n'étais pas la chute de ma propre histoire. Au moment où je suis descendu de cet avion, respirant un air qui ne sentait pas les rêves brisés et l'eau de Cologne des autres, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Merde, j'aurais dû faire ce choix il y a des mois. Mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? La voiture de la compagnie attendait une vraie berline noire avec mon nom sur une pancarte. Comme si j'étais une sorte de cadre supérieur au lieu d'un type qui venait de passer les 72 dernières heures à découvrir que son mariage était en gros une émission de télé-réalité où tout le monde connaissait le rebondissement sauf lui. Le chauffeur, un portoricain joyeux nommé Miguel, a passé le trajet jusqu'à Manhattan à me faire la visite non officielle. Première fois en ville? Première fois que j'y vis. J'ai visité, mais c'est différent. Ouais, mec. C'est toujours différent quand on reste. Soit on court vers quelque chose, soit on fuit quelque chose. J'ai ri, surpris par sa franchise. Un peu des deux, je suppose. Le meilleur genre de déménagement. Les nouveaux départs, c'est bon pour l'âme, tu sais. Miguel avait raison. Alors que nous traversions le tunnel Lincoln et émergions dans le chaos de Midtown, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, de l'excitation pour mon avenir. Pas de l'anxiété, pas de l'effroi, pas ce sentiment de naufrage en regardant ma vie partir en vrille pendant que je restais là avec une ventouse. Une véritable, pure et simple excitation. L'appartement était dans l'Upper West Side. 15e étage avec une vue sur Central Park qui faisait passer mon ancien logement pour un placard avec des délires de grandeur. Des baies vitrées, une cuisine moderne, assez d'espace pour penser sans se heurter aux souvenirs de mon mariage raté. Il était meublé dans ce style de logement d'entreprise, propre, professionnel et totalement dépourvu de personnalité, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis resté devant ces fenêtres pendant 20 minutes, à regarder les joggeurs et les promeneurs de chiens naviguer sur les sentiers du parc en contrebas, et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des mois que je regardais quelque chose sans me demander ce que Julia faisait, où elle était, ou avec qui elle était. L'anxiété de fond constante qui était devenue ma norme s'était tout simplement évaporée. Mon téléphone a vibré avec un énième texto de Julia. Elle en était à environ 50 messages non lus à ce stade, mais je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. Quelle que soit la crise qu'elle fabriquait à la maison, ce n'était plus mon problème à résoudre. Le lundi matin est arrivé avec un réveil que j'avais presque oublié, un véritable enthousiasme pour le travail. J'avais fait les choses machinalement à mon ancien poste pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se soucier vraiment de ce que je faisais. Harold avait organisé des réunions avec toute l'équipe régionale, et entrer dans cette salle de conférence, c'était comme entrer dans la cour des grands. L'équipe était pointue, motivée et rafraîchissante, sans drame. Personne ne couchait avec le conjoint de quelqu'un d'autre. Personne n'utilisait les discussions de groupe pour se moquer de la vie personnelle de ses collègues. Et tout le monde semblait comprendre que travailler tard signifiait vraiment travailler, pas utiliser le bureau comme couverture pour des activités extra-professionnelles. Sarah, la directrice marketing, m'a fait un topo sur nos plus gros comptes. Mike, des opérations, a expliqué les défis logistiques auxquels nous étions confrontés. Jennifer, des finances, m'a présenté les projections budgétaires qui faisaient passer mon ancien salaire pour de l'argent de poche. C'étaient des professionnels qui traitaient leur carrière comme des carrières, pas comme des stratagèmes élaborés pour justifier l'infidélité. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à New York, a demandé Sarah pendant le déjeuner. Nous étions dans un endroit branché près du bureau où les sandwichs coûtaient plus cher que ce que je dépensais en courses, mais la compagnie payait, alors je menais la grande vie. Une meilleure opportunité, ai-je dit, ce qui était vrai sans être toute la vérité. Parfois, il faut changer d'air pour se souvenir de qui on est. Je comprends ça. J'ai déménagé ici de Chicago il y a 5 ans. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Il y a quelque chose dans cette ville qui vous force à passer au niveau supérieur, tu sais. Elle avait raison. Dans les semaines qui avaient suivi mon arrivée,
j'avais déjà commencé à changer, marcher plus vite, penser plus grand, me comporter comme quelqu'un qui a sa place dans les pièces où les décisions importantes sont prises. La version de Marcus qui passait des mois à réchauffer le dîner seul pendant que sa femme couchait avec son patron semblait être un personnage de la vie de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, dans mon ancienne ville natale, les retombées atteignaient apparemment des niveaux nucléaires. Je recevais des nouvelles de Noah, qui semblait apprécier le drame plus que quiconque ne le devrait. « Mec, la vie de Julia implose en temps réel », m'a-t-il dit lors d'un de nos appels de suivi. Elle a essayé de retourner au travail lundi, mais la rumeur des captures d'écran s'était répandue dans le bureau comme une traînée de poudre. Apparemment, la femme d'Adrien l'a découvert aussi. Quelqu'un lui a envoyé des copies de tout. Sa femme? Oh, ouais. J'ai oublié de mentionner qu'Adrien est marié et a 2 enfants. Sa femme est une sorte d'avocate, et d'après ce que j'entends, elle ne prend pas bien ce développement. Il y a des rumeurs de papiers de divorce, de gel des avoirs et de toutes sortes de méchancetés juridiques. L'ironie était magnifique. Adrien, le patron beau parleur qui avait utilisé mon mariage comme divertissement, était sur le point de découvrir ce qui se passe quand votre propre conjoint découvre que vous êtes une ordure infidèle. Julia, qui pensait avoir échangé son mari ennuyeux contre une sorte de prince d'entreprise, avait en fait accroché son wagon à un père de famille marié qui était sur le point de tout perdre dans ce qui ressemblait à un divorce très coûteux. Et Julia? Elle est chez sa mère, mais Linda n'est apparemment pas ravie de l'arrangement. Brooke a dit à mon cousin qu'il y a eu des disputes épiques sur la responsabilité, les conséquences et comment Julia a jeté la honte sur la famille. Du bon vieux chantage à la culpabilité catholique. J'aurais dû avoir pitié d'elle. 4 ans de mariage auraient dû lui valoir un peu de sympathie de ma part, même après tout. Mais tout ce que je ressentais, c'était une sorte de soulagement distant, comme regarder un accident de voiture dans son rétroviseur et réaliser qu'on s'est écarté juste à temps. La ville opérait sa magie sur moi. Je dormais mieux, je mangeais mieux, je faisais de l'exercice régulièrement pour la première fois depuis des années. J'ai rejoint une salle de sport près du bureau, j'ai commencé à explorer différents quartiers le week-end, j'ai même commencé à réfléchir au genre de personne que je voulais être maintenant que je n'étais plus défini par la trahison de quelqu'un d'autre. 3 semaines plus tard, Harold est venu du siège pour vérifier mes progrès. « Tu as l'air différent », a-t-il dit alors que nous étions assis au bar de son hôtel, partageant ce qu'il appelait un « verre de célébration » pour ma transition réussie. Différent, comment? Plus léger. Comme si tu ne portais plus les problèmes de quelqu'un d'autre. C'est probablement parce que ce n'est plus le cas. Bien. Je me suis inquiété pour toi pendant un moment. Regarder quelqu'un avec ton potentiel s'auto-saboter pour une relation qui ne fonctionnait pas, c'était douloureux. Ce n'est pas qu'elle ne fonctionnait pas, les jeux corrigés. C'est que seul l'un de nous était réellement dans la relation. Difficile de faire fonctionner quelque chose quand on est le seul à essayer. Harold a levé son verre, au nouveau départ et au meilleur choix. Je bois à ça. Pour la première fois depuis des mois, je le pensais. 2 mois après le début de ma renaissance new-yorkaise, je vivais le genre de mardi qui me faisait me demander pourquoi j'avais un jour vécu ailleurs. J'avais conclu une affaire majeure avec un client, déjeuné dans un endroit où des célébrités mangeaient nonchalamment des salades à côté de gens normaux, et je retournais au bureau en ayant l'impression d'avoir enfin compris ce truc d'adulte qui réussit, quand je l'ai aperçu. Julia, debout devant l'immeuble de mon bureau, comme une sorte de fantôme de mon passé. Sauf que les fantômes ont généralement la décence de rester morts au lieu de se pointer à l'improviste dans votre nouvelle vie. Elle avait l'air mal en point. C'était la façon la plus gentille de le dire. La version impeccable de Julia, celle qui passait 2 heures à se préparer pour ses réunions de travail, avait été remplacée par quelqu'un qui semblait avoir dormi dans sa voiture et utilisé les toilettes des stations-service pour se refaire une beauté. Ses cheveux étaient sales, ses vêtements froissés, et elle avait cette énergie désespérée que les gens ont quand leur monde soigneusement construit s'effondre et qu'ils cherchent désespérément quelqu'un à blâmer. « Marcus, il faut qu'on parle. » Pas de « bonjour ». Pas de « comment ça va ?» Pas de reconnaissance du fait que se présenter au travail de quelqu'un sans prévenir après qu'il ait déménagé à l'autre bout du pays pour vous fuir pourrait être considéré comme un comportement légèrement psychotique. Juste directement aux exigences, car apparemment, 4 ans de mariage ne lui avaient rien appris sur la politesse de base. « Julia, qu'est-ce que tu fous ici ? J'ai pris l'avion ce matin. Il faut qu'on parle de nous, de notre mariage, de ce qu'on est en train de jeter. » Nous. Notre mariage ? Ce qu'on jette ? L'audace était presque impressionnante.
Elle parlait comme si c'était une décision mutuelle que nous avions prise ensemble, au lieu de la conséquence naturelle du fait qu'elle ait passé 3 mois à coucher avec son patron tout en transformant ma vie personnelle en divertissement de bureau. Il n'y a pas de nous, Julia. Il n'y a pas de notre mariage. Tu t'en es assuré quand tu as décidé qu'Adrien était plus intéressant que ton mari. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, réalisant probablement qu'avoir cette conversation sur un trottoir bondé de Manhattan n'était pas son idée la plus brillante. On peut aller quelque part de privé? Il y a des choses que je dois expliquer, des choses que tu ne comprends pas sur ce qui s'est vraiment passé. Contre tout instinct me hurlant de m'en aller, j'ai accepté un café. Pas parce que je voulais entendre ces explications, j'avais vu assez de captures d'écran pour savoir exactement ce qui s'était passé, mais parce qu'une partie masochiste de moi était curieuse de voir comment elle prévoyait de transformer ce désastre en quelque chose qui n'était pas entièrement de sa faute. Nous sommes allés dans un Starbucks à 2 rues de là, le genre d'espace d'entreprise anonyme où l'on peut avoir des conversations qui changent une vie, entouré de gens qui se fichent de vos drames. Julia a commandé une boisson compliquée avec des shots supplémentaires et du lait alternatif, car apparemment, même au milieu de son apocalypse personnel, elle ne pouvait pas simplement prendre un café normal comme un être humain normal. Marcus, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Mais ce n'était pas ce que tu penses. C'était vraiment. Parce que ce que je pense, c'est que tu as passé 3 mois à avoir une liaison avec ton patron marié tout en me faisant passer pour un idiot aux yeux de tous ceux que nous connaissons. Quelle partie de cela est incorrecte? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé, ce qui était culotté étant donné qu'elle avait passé des semaines à me matraquer émotionnellement de mensonges et de manipulations. Adrien et moi, c'était compliqué. Il était mon mentor, et il me donnait l'impression d'être importante, que mes idées comptaient. Tu étais toujours si occupé avec tes propres trucs, et je me sentais invisible dans notre mariage. Mes propres trucs? Tu veux dire comme le travail que j'envisageais de quitter pour une promotion massive que tu m'as convaincu de refuser 2 fois? Ces trucs-là? Je ne savais pas pour New York jusqu'à. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à planifier ta prochaine session de stratégie nocturne pour te soucier de ma carrière, de ma vie, ou de quoi que ce soit qui ne tournait pas autour de toi et de la petite romance tordue de bureau d'Adrien. Elle s'est alors mise à pleurer, le genre de larmes calculées qu'elle avait toujours utilisées quand elle voulait mettre fin à une dispute sans vraiment aborder les problèmes. De la manipulation déguisée en vulnérabilité. Du chantage émotionnel enveloppé dans un costume de victime. Je pensais que tu me pardonnerais toujours, a-t-elle murmuré. Je pensais que tu étais trop passif pour jamais me quitter. Je t'ai pris pour acquis et je sais que c'était mal, mais les gens font des erreurs, Marcus. 4 ans de mariage doivent compter pour quelque chose. La voilà. La vérité. Celle qu'elle tournait autour depuis 2 mois. Elle avait compté sur ma passivité, misé sur le fait que je serais trop faible, trop loyal ou trop stupide pour la confronter. J'avais été son filet de sécurité pendant qu'elle explorait d'autres options. Le plan de secours fiable vers lequel elle pourrait revenir quand sa liaison excitante imploserait inévitablement. Tu as raison, Julia. Les gens font des erreurs. Mais ce que tu as fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as choisi Adrien plutôt que moi, chaque soir pendant 3 mois. Tu as choisi de me mentir, de m'humilier, de traiter notre mariage comme un inconvénient que tu devais contourner. Mais je te choisis maintenant. Je suis là, n'est-ce pas? J'essaie de réparer ça. Tu es là parce qu'Adrien t'a largué quand sa femme l'a découvert et que sa vie a commencé à s'effondrer. Tu es là parce que ton plan de secours a déménagé à New York et que tu te démènes pour trouver quelqu'un pour payer tes factures et flatter ton ego. Il ne s'agit pas de me choisir. Il s'agit de limiter les dégâts. Elle sanglotait maintenant à plein poumon, attirant les regards des autres clients qui se demandaient probablement s'ils devaient appeler la sécurité ou simplement profiter du spectacle gratuit. Mais je ne ressentais rien. Aucune sympathie, aucune envie de la réconforter, aucun amour résiduel essayant de me convaincre de lui donner une autre chance. Et si j'étais enceinte? A-t-elle lâché, jouant ce qu'elle pensait clairement être sa carte maîtresse? J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats au milieu de Starbucks pendant que ma future ex-femme prétendait porter mon enfant. L'absurdité était trop grande pour être gérée avec une quelconque dignité. Julia, nous n'avons pas couché ensemble depuis 2 mois. Et avant ça, c'était peut-être une fois toutes les quelques semaines, quand tu n'étais pas trop fatigué de tes engagements professionnels. Si tu es enceinte, félicitations. C'est soit la seconde venue du Christ, soit le problème d'Adrien.
Son visage s'est décomposé, et j'ai réalisé qu'elle venait d'admettre avoir menti sur quelque chose qui aurait pu changer toute ma vie. Même dans son désespoir, elle ne pouvait pas résister à l'envie de me manipuler avec de fausses urgences et des crises fabriquées. J'avais juste besoin que tu t'en soucies. J'avais besoin que tu te battes pour moi. Je m'en suis soucié, Julia. Pendant 4 ans, je me suis plus soucié de ton bonheur que de mon propre succès. Plus de ton confort que de ma propre carrière. Plus de sauver notre mariage que de sauver ma dignité. Je m'en suis soucié jusqu'au moment où j'ai réalisé que tu ne t'étais jamais soucié de moi du tout. Je me suis levé, la laissant pleurer dans son lat hors de prix comme la star de son propre drame tragique. Profite de New York, Julia. Essaie de ne pas coucher avec des hommes mariés pendant que tu es ici. M'éloigner de ce café, c'était comme fermer le dernier chapitre du pire livre que j'ai jamais lu. J'avais une vie à retrouver, une vraie vie avec de vraies opportunités et de vraies relations avec des gens qui ne pensaient pas que la loyauté était un défaut de caractère. Julia pouvait garder le drame. J'en avais fini de faire partie de la distribution. La vie a un sens de l'humour tordu, et nulle part ailleurs cela n'était plus apparent que dans la comédie cosmique qui s'est déroulée au cours des mois suivants. Pendant que je construisais ma nouvelle vie à Manhattan, meilleur appartement, meilleur travail, meilleur tout, le monde d'Adrien s'effondrait comme un château de cartes dans un ouragan. Et honnêtement, j'étais aux premières loges du spectacle le plus satisfaisant que j'ai jamais vu. Le premier signe que le karma affûtait ses griffes est apparu environ 3 semaines après l'embuscade pathétique de Julia au café. J'étais à un événement de réseautage à Midtown. Le genre de cocktail d'entreprise où des gens en costume cher boivent du vin hors de prix et font semblant de se soucier des projections trimestrielles des autres. Je m'amusais réellement. Choquant, je sais. Quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Marcus Coleman. Mon Dieu, quelle coïncidence. Je me suis retourné pour me retrouver face à Tony Ricci, un gars que j'avais connu à l'université et qui était devenu, d'une manière ou d'une autre, un cadre marketing en vue. Nous étions restés en contact de loin au fil des ans, le genre de connexion LinkedIn qui existe uniquement pour le réseautage professionnel et le message occasionnel de « Joyeux anniversaire ». Tony. Qu'est-ce qui t'amène dans la grande ville? Je viens d'être muté de Chicago. On m'a offert un poste que je ne pouvais pas refuser. Il a souri et a pris une gorgée de son vin. En fait, histoire drôle, je travaille pour la même entreprise que ton ex-femme. Enfin, où elle travaillait. C'est un petit monde, non? Mon sang s'est glacé. Travaillait? Oh, mec. Tu ne sais pas? Julia s'est fait virer il y a environ 2 semaines. Toute l'affaire a été un désastre. Apparemment, elle avait une liaison avec un cadre et quand sa femme l'a découvert, elle a déclenché l'arme nucléaire. Elle a engagé un détective privé, a obtenu des preuves de l'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, des chambres d'hôtel facturées sur les comptes de l'entreprise, ce genre de choses. Le vin dans mon verre a soudainement eu le goût de la victoire avec des notes de justice cosmique. Le type, Adrien quelque chose, a été muté ici à New York, mais sa réputation l'a suivi comme une mauvaise odeur. Les nouvelles vont vite dans ce secteur, et apparemment tout le monde sait que c'est le patron qui couche avec ses employés. Pas exactement le genre de gars que tu veux à la tête de ton équipe, tu sais. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Adrien est ici, à New York. Ouais, il a commencé il y a environ 1 mois. Le pauvre type pensait qu'un changement de décor l'aiderait, mais il s'avère que tu ne peux pas fuir ta propre stupidité. Sa femme l'a plumé au divorce, a pris la maison, les enfants, la moitié de son plan de retraite, et assez de pension alimentaire pour financer un petit pays. Le gars est passé du bureau d'Anglo Studio en un clin d'œil. L'univers organisait apparemment une promotion spéciale sur la justice poétique, et Adrien recevait le package complet. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à entendre le nom d'Adrien apparaître dans les contextes les plus délicieux. La scène marketing de New York était plus petite qu'on ne le pense, et la réputation d'Adrien l'avait précédé comme une étiquette d'avertissement sur des déchets toxiques. Lors des cocktails de l'industrie, les gens se détournaient littéralement quand il approchait. Lors des déjeuners d'affaires, les conversations mouraient quand il passait. L'homme était devenu un paria professionnel, et il l'avait bien mérité. Le meilleur, c'est qu'il travaillait maintenant pour une agence de second rang, rien à voir avec la firme prestigieuse qu'il avait quittée. Son nouveau poste était essentiellement un mouvement latéral déguisé en rétrogradation. Et d'après les rumeurs, ses nouveaux collègues le traitaient comme s'il avait une maladie contagieuse.
Personne ne voulait être associé au type qui a détruit son mariage et sa carrière pour la femme d'un employé. Mélissa, l'ex-femme d'Adrien, avait adopté la politique de la terre brûlée lors de leur procédure de divorce. Non seulement elle l'avait ruiné financièrement, mais elle s'était également assurée que tout le monde dans leur cercle social sache exactement pourquoi leur mariage avait pris fin. Les captures d'écran de ces discussions de groupe avaient, d'une manière ou d'une autre, trouvé leur chemin vers les groupes de parents d'élèves, les comités de country club et les associations professionnelles. L'homme ne pouvait pas prendre un café sans tomber sur quelqu'un qui savait qu'il était un connard infidèle. Mais la vraie cerise sur le gâteau de ce dimanche karmique est arrivée lors d'une vente aux enchères caritatives à Soho, environ 4 mois après ma rencontre au café avec Julia. J'étais là, représentant mon entreprise, enchérissant sur de l'art pour le bureau, et profitant en général du genre d'événements de réseautage haut de gamme qui accompagnait mon nouveau poste. La foule était le mélange habituel de cadres d'entreprise, d'entrepreneurs technologiques et de gens qui avaient plus d'argent que de bon sens. J'examinais une sculpture qui coûtait probablement plus cher que mon ancien salaire annuel quand j'ai senti quelqu'un s'approcher par derrière. Je me suis retourné et il était là. Adrien Martinez, l'air de quelqu'un qui était passé dans un mixeur réglé sur « leçon de vie ». Fini le cadre impeccable qui se vantait autrefois des notes d'hôtel dans les discussions de groupe. Cette version d'Adrien avait l'air fatigué, désespéré et d'environ 10 ans de plus que son âge réel. Son costume était correct, mais pas cher. Sa confiance en lui avait disparu, et il avait cette posture défaite qui vient avec le fait d'être professionnellement et personnellement détruit. « Marcus », a-t-il dit, et je pouvais entendre la désinvolture forcée dans sa voix. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Adrien. Comment New York te traite ?» Son sourire était aussi convaincant qu'un billet de 3 €. « Je ne peux pas me plaindre. Nouvelle ville, nouvelles opportunités. Tu sais ce que c'est. » Oh, je sais exactement ce que c'est. Les nouveaux départs sont incroyables quand on les mérite vraiment. Il a tressailli, et j'ai réalisé qu'il savait que je savais tout. Les captures d'écran, les discussions de groupe, les notes d'hôtel, tout le désordre sordide qui avait transformé sa vie en une mise en garde sur les liaisons au travail. Écoute, Marcus, à propos de ce qui s'est passé à la maison. Qu'est-ce qu'il y a à ce sujet? Je pense qu'il y a eu des malentendus, des choses qui ont été exagérées. Peut-être qu'on pourrait prendre un verre un de ces jours, mettre les choses au clair. L'audace était à couper le souffle. Ce type avait passé des mois à se moquer de moi dans des discussions de groupe, à se vanter de coucher avec ma femme et à transformer mon mariage en divertissement de bureau. Et maintenant, il voulait prendre un verre et mettre les choses au clair comme si nous étions de vieux copains qui avaient eu un désaccord mineur sur des équipes de sport. Tu sais quoi, Adrien? Je pense que les choses sont déjà assez claires. Limpides, en fait. Allez, mec. Nous sommes tous les deux des professionnels. Aucune raison de ne pas enterrer la hache de guerre et d'aller de l'avant. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu exactement ce qu'il était. Un homme d'âge moyen qui a détruit sa propre vie pour quelques mois d'excitation et qui essayait maintenant désespérément de se convaincre que ses choix catastrophiques étaient d'une manière ou d'une autre la faute de tout le monde. Tu as raison, ai-je dit. Il n'y a aucune raison de ne pas aller de l'avant. La différence, c'est que je l'ai déjà fait. Tu t'es enterré toi-même, Adrien. Je n'ai besoin d'enterrer rien du tout. Son visage est devenu pâle, et j'ai vu le moment exact où il a réalisé que je n'allais pas l'aider à réhabiliter son image ou à prétendre que ses actions n'avaient pas détruit plusieurs vies. Je me suis éloigné, le laissant là avec son faux sourire et ses tentatives de réseautage désespérées. Voir la chute d'Adrien n'avait pas été le but. C'était juste un effet secondaire agréable du fait de m'être choisi plutôt qu'une situation toxique. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre pendant que vos ennemis se détruisent eux-mêmes. 6 mois après le début de mon chapitre new-yorkais, je menais le genre de vie sur laquelle les gens écrivent des publications Instagram de motivation. Un bureau d'angle avec vue sur l'Hudson, un compte en banque qui ne me donnait pas de crise d'angoisse, et un calendrier social qui ne tournait pas autour de la question de savoir où ma conjointe passait la nuit. Mais la vraie victoire n'était pas le succès professionnel ou la sécurité financière. C'était de me réveiller chaque matin sans ce nœud d'angoisse dans l'estomac qui avait été mon compagnon constant pendant les derniers mois de mon mariage. Les nouvelles de mon ancienne vie me parvenaient par Noah, qui s'était apparemment autoproclamé mon correspondant de guerre personnelle pour le désastre en cours qu'était l'existence de Julia. Et laissez-moi vous dire que les reportages étaient plus divertissants que tout ce que Netflix avait à offrir. Mec, tu ne vas pas croire ce dernier développement, a dit Noah lors d'un de nos points hebdomadaires.
Julia sort avec son coach personnel maintenant. Bien sûr. Laisse-moi deviner. Il a des abdos sur lesquels on pourrait faire la lessive et l'intelligence émotionnelle d'un Golden Retriever. Bingo. Le gars s'appelle Chad, parce que bien sûr. Et c'est exactement le genre de tête de muscle qui pense que la poudre de protéines est un groupe alimentaire. Mais voilà le clou du spectacle. Il la trompe déjà. L'ironie était si parfaite que ça en faisait presque mal. Julia, qui a détruit son mariage en trompant avec son patron, se faisait maintenant tromper par un gars dont l'idée de conversation intellectuelle impliquait probablement de comparer des compléments de pré-entraînement. Le karma ne frappait pas seulement à sa porte. Il avait défoncé la porte et redécorait toute la maison. Elle l'a surpris avec une influenceuse Instagram qui fait ses vidéos de fitness en bikini. Apparemment, Julia est entrée dans la salle de sport à l'improviste et les a trouvés dans une session d'entraînement très peu professionnelle. La crise de nerfs a été légendaire. Des cris, des lancers de poids, des menaces de poursuivre la salle de sport pour traumatisme émotionnel. Ils l'ont bannie à vie. J'aurais dû ressentir de la sympathie pour elle. 4 ans de mariage auraient dû lui valoir au moins un moment de pitié lorsque sa nouvelle relation a implosé de la même manière que la nôtre. Mais tout ce que je ressentais, c'était un sentiment distant d'équilibre cosmique rétabli. Le karma financier était encore meilleur. Il s'est avéré que le petit stratagème d'évasion fiscale de Julia gardait l'adresse de ses parents pour réclamer des avantages auxquels elle n'avait pas droit l'avait finalement rattrapé. Le fisc n'a pas le sens de l'humour en matière de fraude, même à petite échelle, et il l'avait frappé avec des pénalités et des arriérés d'impôts qui ont anéanti les maigres économies qu'elle avait réussi à accumuler. Elle a dû retourner vivre chez Linda et Brooke, a continué Noah. 3 femmes adultes dans un appartement de 2 chambres, et d'après ce que j'entends, c'est à peu près aussi paisible qu'un combat en cage entre des blaireaux enragés. Linda lui fait le chantage à la culpabilité du siècle sur le fait d'avoir jeté la honte sur la famille. Et Brooke joue la thérapeute amateur, essayant d'amener Julia à reconnaître ses schémas destructeurs. L'image mentale de Julia, la femme qui s'était autrefois plainte que notre appartement était trop petit, entassée dans sa chambre d'enfance pendant que sa mère lui faisait la morale sur la responsabilité et les conséquences, était presque trop belle pour être vraie. Mais le vrai rebondissement est arrivé un mois plus tard, lorsque Brooke m'a contacté directement. Marcus, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de nouvelles de nous, mais je pensais que tu devrais savoir que Julia a demandé de tes nouvelles. Elle dit qu'elle est en thérapie maintenant, qu'elle travaille sur elle-même, et qu'elle est désolée pour tout ce qui s'est passé. C'est super pour elle, Brooke. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Elle se demandait si peut-être, une fois qu'elle aurait remis sa vie en ordre, tu pourrais envisager de... Non. Tu ne sais même pas ce que j'allais demander. Si, je le sais. Et la réponse est non à tout. Julia a brûlé ce pont, salé la terre, puis a bombardé tout le paysage. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas de seconde chance, pas d'arrangement possible. J'en ai fini. Brooke est restée silencieuse un moment. Elle a vraiment changé maintenant. La thérapie semble l'aider, et elle commence à comprendre à quel point elle t'a fait du mal. Tant mieux pour elle. La croissance personnelle est importante, mais ça n'efface pas 4 ans à me prendre pour acquis, 3 mois de tromperie et des semaines à me mentir en face pendant que son patron faisait des blagues sur mon mariage. Je suis content qu'elle reçoive de l'aide, mais son parcours de guérison ne m'inclut pas. Cette conversation a été libératrice d'une manière que je n'avais pas prévue. Pendant des mois, j'avais attendu que le couperet tombe, que Julia trouve un nouveau moyen de perturber ma paix ou de me ramener dans son drame. Mais m'entendre dire ces mots à voix haute, entendre à quel point ils sonnaient définitifs et certains, m'a fait réaliser que j'en avais vraiment fini. Pas fâché, pas blessé, mais vraiment, complètement et paisiblement fini. Mon évaluation de performance de 6 mois est venue avec une autre augmentation et l'offre de rendre mon poste à New York permanent. Harold est venu du siège pour m'annoncer la nouvelle personnellement, et nous avons célébré dans un steakhouse qui coûtait probablement plus cher par repas que ce que je dépensais en courses en une semaine. Tu sais, Marcus, je fais ça depuis 30 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un se remettre d'une crise personnelle comme tu l'as fait. La plupart des gens seraient encore en train de s'apitoyer sur leur sort ou d'essayer de reconquérir leur ex. Toi, tu as juste tourné la page. Parfois, la meilleure chose à faire est de limiter les pertes et de parier sur soi-même au lieu d'attendre que les autres reconnaissent votre valeur. Eh bien, quoi que tu fasses, continue. L'entreprise le remarque, et il y a de plus grandes opportunités à venir. Mais la plus grande opportunité n'était pas venue du travail.
Elle était venue de l'endroit le plus inattendu de tous. 3 semaines plus tôt, j'avais rencontré Léa dans une librairie à Brooklyn. Elle était éditrice dans une petite maison d'édition, avait un rire qui me faisait oublier mon propre nom, et possédait la qualité révolutionnaire d'être exactement qui elle prétendait être. Notre premier rendez-vous était un café qui s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en une conversation de 6 heures sur tout et rien. Notre deuxième rendez-vous était un spectacle d'humour dans le village où elle a ri de mes mauvaises blagues et en a fait de meilleures. Au troisième rendez-vous, j'ai réalisé que j'avais oublié ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui voulait vraiment être là. Léa ne travaillait pas tard avec des patrons mystérieux. Elle n'avait pas de discussion de groupe secrète où elle se moquait de mon existence. Elle ne traitait pas notre relation comme un inconvénient à gérer autour de ses vraies priorités. Elle était juste présente, honnête, réelle. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» a-t-elle dit un soir alors que nous marchions dans Central Park, le même parc que je pouvais voir depuis les fenêtres de mon appartement. Mon physique ravageur et ma personnalité humble. Ta paix. Tu as cette confiance tranquille, comme si tu savais qui tu es et que tu es à l'aise avec ça. C'est terriblement attirant. La paix. Ce n'était pas un mot que quiconque aurait utilisé pour me décrire un an plus tôt. Il y a un an, j'étais le type qui réchauffait le dîner seul pendant que sa femme couchait avec son patron. Le type qui refusait des opportunités qui changent une vie pour accommoder les mensonges de quelqu'un d'autre. Le type qui avait si peur d'être seul qu'il est resté dans une relation qui le tuait lentement de l'intérieur. Debout là, dans Central Park avec Léa, regardant la ligne d'horizon d'une ville qui m'avait rendu ma vie, j'ai réalisé que Julia avait eu raison sur une chose. Si je ne pouvais pas lui faire confiance quand elle travaillait tard avec son patron, nous n'aurions pas dû être ensemble. Elle avait absolument raison.